Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui deux invités qui viendront tour à tour me parler de l'ouvrage paru aux éditions de l'ESCO et intitulé « Le groupe d'exploitation de Douai ». Ma première invitée se nomme Virginie Blondeau, elle est la fondatrice et dirigeante des éditions de l'ESCO qui édite donc ce magnifique et précieux ouvrage. Un ouvrage que nous avons ici à ILTV adoré et donc on vous en parle. Virginie, bonjour. Bonjour Sébastien. Est-ce que la création des éditions de l'ESCO coïncide avec votre rencontre avec Jean-Marie Minot et Didier Vivien, qui sont les deux co-auteurs de l'ouvrage dont on va parler cet après-midi? Oui, tout à fait. En fait, c'est, on peut dire, une heureuse rencontre. C'est lors de mes travaux de thèse que j'ai menés à Rambert sur justement la place du témoin vivant dans la transmission d'une mémoire et celle du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. J'ai d'abord rencontré Jean-Marie Minot sur le site du 99 bis. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aussi rencontré Didier Vivien. Et leur projet de création éditoriale correspondait avec mon envie de créer une entreprise. C'est assez naturellement que nos projets se sont rejoints. Alors justement, quel est le projet éditorial des éditions de l'ESCO et quelle est votre ambition, vous, en tant qu'éditrice? Comme le nom l'indique, on est un éditeur régional, donc on s'attache à la région de France et particulièrement au bassin minier. On ne va pas faire que du bassin minier, mais voilà, on reste dans la région. Et une grande particularité, c'est ce qu'on appelle l'archéologie industrielle. Il s'agit d'arpenter des sites industriels, de photographier et de collectionner des documents qui ont déjà été photographiés ou des documents d'archives, et après de les mettre en scène en fait dans un livre. Et ce type d'ouvrage, j'ai pu lire par ailleurs que vous nous disiez qu'il manquait un peu. Oui, alors pour la thématique vraiment du bassin minier, c'est vrai qu'il y a un vide quelque part. Bon, il y a quand même quelques publications, évidemment, mais on trouve qu'il n'y en a pas assez, ou alors malheureusement elles sont arrivées à épuisement, les tirages sont épuisés, il n'y a pas de nouveaux tirages. Donc il y a justement la place pour raconter cette histoire, et on arrive à un moment où voilà, il y a une trentaine d'années de fermeture des mines, et on arrive à ce moment un peu critique où les témoins encore vivants, encore présents, commencent à disparaître. Donc c'est vraiment le moment de raconter cette fameuse histoire du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Alors, cet ouvrage, il est le premier au sein d'une collection qui s'appelle Pays et paysages industriels du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contenu de cet ouvrage, donc qui fait 2,8 kg quand même, hein? Oui, alors en fait, effectivement, cet ouvrage est déjà encyclopédique. Donc il y en aura effectivement une collection, plusieurs, 6 en tout, et donc 5 sur les groupes d'exploitation. Et donc là, on a commencé par celui de Douai. Alors, chaque livre, pour les 5 premiers, seront sur ce schéma. Donc, c'est chronologique. On commence de la Belle Époque, la découverte du charbon, puis très rapidement la Belle Époque, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'arrêt et même la patrimonialisation de ces territoires. Ensuite, oui. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de montrer ce qui s'est passé, cette histoire des fosses et des installations techniques minières, et de temps en temps, selon le cas, de faire émerger quelques personnages principaux. Inévitablement, on parlera des guerres, des destructions et des reconstructions, et puis aussi, après 1946, du temps des HBNPC. Voilà, on retrace la nationalisation. Exactement des mines. Voilà, on retrace toute cette histoire. Alors, c'est un ouvrage, alors je le remontre, hein, à la fabrication vraiment soignée. Vous travaillez d'ailleurs exclusivement avec des imprimeurs au savoir-faire, on va dire, confirmé en matière de fabrication de livres d'art. J'imagine que tout cela a un coût. Comment vous le financez justement en tant que jeune maison d'édition? Effectivement, notre point de vue, c'est de partir vraiment sur des ouvrages de qualité. Et comme vous l'avez dit, tout a un coût. Pour autant, on veut garder cette qualité. Alors, ce qui se fait assez couramment dans l'édition, c'est en fait de passer d'abord par une étape de souscription. Pour ce premier livre, on a eu l'immense chance d'être suivi, d'être accompagné par le groupe Bills d'Euro.
Donc d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a commencé par le groupe de Douai, puisqu'il a répondu oui tout de suite, il nous a fait confiance alors qu'on n'avait pas encore de livre. Maintenant qu'on a le premier sur Douai, on voit la qualité, donc on a peut-être un tout petit peu plus de facilité, et encore ça reste très dur, mais on a quelque chose à montrer pour aller chercher d'autres partenaires. Et il y a un deuxième partenaire surtout à ne pas oublier, c'est l'association Mineurs du Monde Goéria, qui nous a suivis sur le premier livre de Douai et qui nous suit également sur le deuxième, sur Lens-Liévin. D'accord. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, on va continuer à en parler, mais avant de continuer l'émission, je vous propose de découvrir quelques pages de ce magnifique ouvrage et on revient en plateau juste après. Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle en compagnie de Jean-Marie Minot, donc co-auteur du livre consacré au groupe d'exploitation minière de Douai. Alors Jean-Marie, on le connaît bien. Jean-Marie, il est également le président de l'association Acousto Seki ici sur la fosse 99 bis de Wany. Nous sommes voisins, donc on va se tutoyer. Jean-Marie, ce sera plus simple, je crois. Donc d'abord, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, est-ce que tu peux me préciser géographiquement le territoire de l'ex-bassin minier qui est couvert par ce groupe d'exploitation de Douai? Alors, ce groupe d'exploitation de Douai, c'est le deuxième plus grand groupe du bassin, après celui de Valenciennes. Donc, le territoire, c'est les limites est, Somain, Aniche, et les limites ouest, Courcelles, Le Forêt. Quand est-ce qu'il naît, ce groupe d'exploitation? Au XVIIIe siècle, la Compagnie des mines d'Aniche, c'est la deuxième compagnie qui s'est créée après celle d'Anzin. D'accord. Donc la recherche du charbon sur Aniche. Aniche est resté pendant très longtemps au même endroit pour exploiter le charbon. Et la découverte du charbon ici, à Wany, justement, a fait que cette compagnie d'Aniche s'est développée très rapidement sur l'ouest, c'est-à-dire sur Oisier, qui était l'extrémité de son territoire. La présentation que vous faites du groupement avec Didier Vivien, effectivement, s'éloigne des clichés habituels pour vraiment s'intéresser à la diversité architecturelle et technique des fosses qui vont apparaître et disparaître successivement sur ce territoire. Quelle est l'origine ou quelles sont l'origine et la nature des archives que vous avez rassemblées pour cet ouvrage? Alors, des archives personnelles. Parce qu'en fait, j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, oui. Et je collectionne depuis toujours. D'accord. Voilà. Donc j'ai accumulé une très grosse collection de cartes postales, de mes photos propres aussi. Parce que je réalise des photos depuis 1970, je dirais à grande échelle quasiment. Donc j'ai couvert pas mal le territoire. Bon, des archives aussi de Didier, on s'est rassemblés. Des archives d'un de mes amis, qu'il m'a revendu, qu'il nous a revendu plutôt. Il avait une grosse collection aussi d'archives dont il se débarrassait. Plus ce qu'on a réussi à avoir aussi chez des collectionneurs privés ou des institutions. Alors justement, au fil des pages, on découvre des véritables trésors iconographiques, comme notamment les photographies d'Auguste Dubernard, oui. Qui datent de la fin du 19e siècle, début du 20e à peu près. Ouais. Qui était Auguste Dubernard? Alors Auguste Dubernard, c'était un personnage, directeur des mines de l'Escarpelle et photographe en même temps. Il a réalisé C'était pas commun à l'époque. C'était pas commun. Il a réalisé des milliers de clichés sur plaques verre. Alors, il y a aussi bien de la mine, il y a les centrales électriques, il y a les coqueries, des pièces très, très rares. Et on a eu la chance de faire connaissance avec sa petite fille, Catherine, qui nous a donc autorisé, avec enthousiasme, à utiliser son fonds photographique. Voilà. C'est un trésor. Quelles sont les périodes que tu abordes dans cet ouvrage, justement? Alors, la période, c'est l'origine. Origine des mines de l'Escarpelle, origine des mines d'Aniche, des petites compagnies, mines de Flines, mines d'Azincourt. Voilà, tout ça jusque la guerre. D'accord. C'est des points vraiment précis. La guerre, ça a tout détruit. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. On reconstruit dans les années 20. Et puis, il y a toutes ces années de production jusque la Seconde Guerre mondiale, qui, elle, n'a pas
très impacté les installations minières, mais il y a eu la nationalisation, j'arrive à le dire, oui, aussitôt après, et là, tout a été transformé, tout a été modernisé. Tu abordes effectivement la nationalisation dans la dernière partie de l'ouvrage. Elle aura vraiment un gros impact sur les outils de production et les conditions de travail des mineurs? Oui. Les conditions de travail qui restaient dures se sont quand même améliorées. Hein. On a arrêté de travailler avec le marteau-piqueur, quoique dans les premières années, dans les années 45, jusque dans les années 50, on travaillait au marteau-piqueur. Dans le groupe de Douai, notamment parce que c'était des conditions, des veines qui étaient particulières. Ensuite, on a modernisé les installations du jour, oui, les concentrations. Hein, les grosses concentrations sur Douai, c'était la fosse Gaillan en premier, énorme. Gaillan, c'était énorme. Il n'en reste rien, rien du tout. Il y a eu Barrois aussi. Il y a eu le neuf de l'Escarpelle qui a été en partie modernisé et quelques chevalets qui ont été modernisés dans les environs. Quand est-ce que va s'éteindre et en tout cas être fermée la dernière fosse du groupe d'exploitation de Douai? En octobre 1990, le neuf de l'Escarpelle à Rovarentin ferme. 2 mois après, c'était la fosse 9 et le 10 ici sur Gouagny. C'est une collection, cet ouvrage s'inscrit dans une collection. Est-ce que vous avez d'autres projets effectivement d'ouvrages qui vont venir nourrir et enrichir cette collection? Il y aura 5 livres sur les groupes, hein, donc Valenciennes, Douai, qui est sorti, Hénin-Wany, Lens-Liévin, et puis Béthune, Auchel-Bruay. D'accord. Et un livre maître qui va reprendre tout l'ensemble et qui traitera aussi de la photographie industrielle. On a d'autres projets aussi, faire des livres sur les chevalets. Oui. Et puis ce qui me tient vraiment à cœur, c'est un livre sur le chemin de fer des mines du groupe de Douai. Et celui-là, il est aussi en gestation actuellement. Il devrait peut-être sortir l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage vraiment magnifique et ce n'est pas un vain mot. Jean-Marie, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi également à Virginie Blondeau, ma précédente invitée, d'être venue nous parler de cet ouvrage, encore une fois je le dis, magnifique et que nous vous recommandons. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt sur cet écran et tous les autres pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt.